Une femme avec une diction française parfaite, un parcours humanitaire élogieux et un accès VIP aux zones les plus sensibles du Burkina Faso est soudainement menottée par le président Ibrahim Traoré lui-même, devant les caméras. Mais ce qui est choquant, ce n'est pas l'arrestation. C'est ce qu'elle murmure à l'oreille de Traoré et comment il réagit. Elle n'est pas une espionne ordinaire. Elle sait quelque chose. Quelque chose qui pourrait non seulement détruire l'emprise de la France sur le Sahel, mais aussi toute la boussole morale de Traoré. Claire Marots est descendue de l'avion à Ouagadougou comme une femme déjà rentrée chez elle. La lumière du soleil brillait sur son badge d'identité, marqué du sceau d'une ONG basée à Paris, connue pour son travail sur les traumatismes post-conflit. En quelques jours, elle visitait des hôpitaux de campagne, distribuait des médicaments dans des villages reculés, et parlait le mouré avec une telle aisance que les anciens s'arrêtaient au milieu de leurs phrases, stupéfaits. Les soldats l'appelaient « la Française à l'âme burkinabé ». Les enfants s'accrochaient à son écharpe et les veuves pleuraient dans ses bras. Elle s'est intégrée parfaitement. Trop parfaitement. Elle a eu accès à des zones habituellement interdites aux étrangers. Les épouses de militaires l'ont accueillie dans leur cuisine. Les officiers blessés lui parlaient plus librement qu'à leur propre aumônier. Lorsqu'un bataillon subit de lourdes pertes près de la frontière nord, Claire était déjà là, réconfortant les survivants avant l'arrivée de la Croix-Rouge. Et pourtant, derrière le charme et la charité, des ombres murmuraient. Personne ne pouvait dire où elle était née. Son dossier auprès de l'ONG indiquait comme lieu de naissance Lyon, mais l'ambassade de France ne disposait d'aucun acte de naissance correspondant. Le ministre de l'Intérieur a demandé une vérification complète des antécédents. La réponse est arrivée avec 3 semaines de retard, et elle était expurgée. Un soir, pendant le thé dans la propriété d'un colonel, une femme parla doucement. Claire leur avait rendu visite 2 jours seulement avant une tentative d'assassinat ratée. Coïncidence, dirent-ils tous. Mais une autre femme, de l'autre côté de la cour, devint pâle. Le capitaine Yaro, chef des services de renseignement intérieur et vieil ami du président Traoré, a commencé à la surveiller. Ce qu'il a trouvé n'était pas accablant. C'était pire. Claire ne cachait rien. Elle l'effaçait. Pas de passé. Pas de traces au-delà de sourires soignés et de photos de presse. Lorsque Yaro a glissé le dossier sur le bureau du président, Traoré n'a rien dit. Mais pour la première fois depuis des mois, il a annulé ses réunions. Claire Marots avait désormais toute son attention. Tout a commencé avec le raid près d'Arbinda. Un commandant rebelle connu uniquement sous le nom de Mahamud, avait échappé à la capture pendant 2 ans. Son campement, niché au cœur de la forêt et connu seulement d'une poignée d'initiés, a été réduit en cendres par une frappe aérienne de précision, seulement 4 jours après que l'équipe humanitaire de Claire Marots ait livré de la nourriture et des antibiotiques. Personne ne l'a remis en question. Les rebelles meurent. C'est la guerre. Mais ensuite, c'est arrivé à nouveau. Un abri à l'extérieur de Djibo, accueillant des nomades déplacés dont beaucoup soupçonnaient d'abriter des combattants, a été rasé par des tirs de drone moins d'1 semaine après l'arrivée de Claire avec des kits de traumatologie et des radios solaires. Les habitants ont déclaré qu'elle souriait chaleureusement, posait des questions sur les coutumes tribales et prenait des photos. Des photos jamais publiées en ligne. Le capitaine Yaro a relié les pointards dans la nuit, en scrutant les journaux de mission et les images satellites. Chaque site visité par Claire a fini par être compromis. Pas toujours détruit, mais exposé. Des groupes rebelles qui s'étaient cachés pendant des années se sont soudainement retrouvés débordés, ciblés, éliminés. Pourtant, elle s'en est toujours sortie indemne. Son convoi n'avait jamais été attaqué. Elle n'a jamais eu besoin d'extraction. Au début, on a soupçonné une fuite dans les communications militaires. Mais les réseaux cryptés tenaient bon. Aucune brèche. Aucun bug. Puis vint la prise de conscience qui glaça même Yaro. Et si la fuite n'était pas technique? Et si les informations n'étaient pas volées, mais données? L'ordinateur portable de Claire, son téléphone satellite, sa tablette, tous autorisés par les ONG pouvaient transmettre discrètement des données de géolocalisation sans éveiller les soupçons. Sa présence ne représentait pas un risque. C'était l'appât. Le cheval de Troie parfait, déguisé en empathie. Yaro a présenté les conclusions au président Traoré en silence. Traoré ne leva pas les yeux de la carte sur son bureau. Ses doigts ont tracé la prochaine cible probable. Claire avait déjà prévu de la visiter. Sa voix, quand elle se fit enfin entendre, était très fine. Retirer la surveillance de son hôtel. Je veux savoir qui elle appelle la nuit. Le soleil se couchait déjà sur Dori lorsque l'embuscade a eu lieu. Un convoi militaire transportant des soldats blessés lors d'une escarmouche près de la frontière avec le Niger a été détruit juste à l'extérieur de la ville. L'itinéraire était classifié. Seules 4 personnes connaissaient leur prévu, et Claire Marots avait rencontré 2 d'entre elles plus tôt dans la matinée, apportant des fournitures, vérifiant les noms, posant des questions détaillées sous couvert de coordination. Le capitaine Yaro se tenait au-dessus de l'épave cette nuit-là, l'odeur de diesel et de sang encore épaisse dans l'air. Le corps d'un jeune lieutenant gisait,
écrasé contre un arbre, sa main serrant toujours une radio. La mâchoire de Yarrow se resserra. Il n'avait plus besoin d'ordre. Le modèle n'était pas un modèle. C'était une signature. Claire, bien sûr, n'a pas été blessée. Elle avait quitté Dori 1 heure avant l'attaque, invoquant des changements d'horaire imprévus. Son chauffeur a confirmé l'alibi. L'hôtel aussi. Mais son téléphone satellite a sonné à seulement 5 km du site, 15 minutes avant l'explosion des bombes. Le président Traoré a reçu le rapport dans ses quartiers privés. Il n'a pas parlé. Au lieu de cela, il arpentait le sol carrelé de sa résidence en silence, les yeux plissés, la voix enfouie quelque part au plus profond derrière ses dents serrées. Le visage de Claire était sur la couverture d'un magazine français posé sur son bureau. Un ange en Afrique, titrait le journal. Il l'a retourné. Plus tard dans la nuit, Yarrow attendait près des portes du complexe tandis que Traoré émergeait, veste à la main, les yeux comme de l'acier. Il n'a pas amené ses ministres. Pas de presse. Pas de convoi. Juste Yarrow et une décision suffisamment lourde pour changer le cours d'une nation. Elle bouge à nouveau, dit Traoré en montant dans la Jeep. Nous la suivons. Et tandis que le moteur rugissait, Yarrow posa la question qui les hantait tous deux depuis des jours. Devons-nous l'arrêter pour ce qu'elle a fait, ou pour celui qui l'a envoyé? L'aéroport de Bobo-Dioulasso vibrait avec son chaos habituel. Des vendeurs criaient, des chariots à bagages s'entrechoquaient, des travailleurs humanitaires étrangers se faufilaient entre les contrôles de sécurité, chemise en lin repassée. Claire Marot se déplaçait calmement dans le terminal, son écharpe soigneusement glissée sur l'épaule, son passeport en main. Elle sourit au garde qui lui fit signe de passer en priorité, ignorant ou feignant d'ignorer que 2 officiers la suivaient à chaque pas. Le capitaine Yarrow se tenait dans un couloir de maintenance surplombant la porte 3, l'écouteur dans les oreilles, regardant à travers une vitre teintée. Le président Traoré attendait dans un SUV noir à l'extérieur du terminal. Le moteur tournait. Son silence s'étirait comme un fil. L'équipe avait des ordres, pas de bruit, pas de spectacle. Mais lorsque la valise de Claire fut inspectée, l'ambiance changea instantanément. L'agent des douanes pâlit. À l'intérieur de la doublure, une liaison satellite pliée, une puce de cryptage militaire, et un badge bleu, ONU, mais le sceau était faux. Trop propre. Trop parfait. Pas humanitaire. Pas même espion. Quelque chose d'autre. Yarrow s'est déplacé rapidement. Maintenant, dit-il dans son micro. Claire venait tout juste d'atteindre la rampe d'embarquement lorsqu'elle fut arrêtée. Un homme bloqua le passage. Un autre lui prit le bras. Elle ne résista pas. Ne paniqua pas. Elle tourna simplement la tête, lentement, et croisa le regard de Yarrow alors qu'il s'approchait. C'est une erreur, dit-elle doucement, presque amusée. Puis vint le moment auquel personne ne s'attendait. Traoré sortit du SUV, traversa seul le tarmac, et marcha directement vers elle. Pas de garde. Pas de presse. Juste le président de la transition, fixant du regard une femme que le monde croyait être une sainte. Elle se pencha. Sa voix à peine audible. Tu n'es pas le seul à avoir été trahi. Traoré se figea, son souffle encore chaud sur sa joue. Pendant une seconde entière, l'air autour d'eux s'épaissit de quelque chose de non dit. Puis sa voix, plate et définitive. Prenez-la. Vivante. Claire était assise dans la salle de détention sous le complexe présidentiel. Ses mains étaient libres. Ses yeux, perçants. Les murs, en béton nu. L'air, vicié. Le silence, délibéré. Elle n'avait demandé ni avocat, ni explication. Elle attendait. Le capitaine Yarrow l'observait derrière le miroir sans teint, un malaise rampant sous sa peau. Traoré n'avait ordonné aucun interrogatoire. Pas encore. Juste une observation. Mais ce n'était pas l'espionnage qui perturbait Yarrow. C'était son calme. Sa certitude. Comme si cette arrestation avait toujours fait partie de son plan. Le président Traoré entra sans cérémonie. Pas de sécurité. Pas de presse. Juste lui, un dossier sous le bras et le poids d'une nation dans le regard. Claire leva les yeux, joignant les mains comme pour saluer un invité. Tu as été occupé, dit-elle. Il laissa tomber le dossier sur la table. Des photos en glissèrent. Convois incendiés, villages bombardés, appels interceptés, coordonnées satellites. Sa trace cartographiée comme une scène de crime. Elle jeta un regard en bas, puis le releva. Tu sais que ce n'étaient pas mes décisions, dit-elle. Traoré se pencha. Alors à qui était-elle? Claire ne répondit pas. Elle sortit une fine enveloppe de sa manche et la fit glisser sur la table. Yarrow se raidit derrière la vitre. Traoré l'ouvrit. À l'intérieur, des photographies granuleuses mais claires. Une réunion secrète entre un dirigeant d'une compagnie pétrolière française, un chef rebelle sahélien et un homme portant l'insigne d'une unité européenne de maintien de la paix. Tu n'as jamais été la cible, dit Claire à voix basse. Tu étais le pion. La mâchoire de Traoré se serra. Les pièces bougeaient.
Elle ne se contentait pas de fournir des renseignements à Paris. Elle le démêlait. Et peut-être, juste peut-être, essayait de tout brûler. Il la fixa un long moment, puis posa doucement la question qui le hantait depuis des semaines. « Pourquoi moi ?» Claire expira. « Parce que tu es le seul dont il ne s'attendait pas à ce qu'il survive. » L'enveloppe ne quitta pas la vue de Traoré pendant les 12 heures suivantes. Il l'enferma dans un tiroir en acier, renvoya ses assistants et convoqua une seule personne. Le colonel Foana, chef du contre-espionnage, un homme loyal depuis les tranchées, pas depuis les salons du palais. Au lever du soleil, un second dossier reposait sur le bureau présidentiel. Plus épais. Plus vieux. Plus sale. Ce n'était pas Claire Marot qui était une voleuse. C'était la mission qu'elle avait infiltrée. Des communications divulguées entre l'attaché de défense français et des dirigeants d'un consortium énergétique basé à Paris détaillaient des opérations secrètes destinées à déstabiliser le Sahel. L'objectif, forcer les gouvernements affamés de ressources à signer des contrats miniers disproportionnés en échange d'une assistance militaire. Les rebelles n'étaient pas seulement tolérés. C'étaient des atouts. Du chaos contrôlé. Et Claire ? Intégrée pour surveiller les rebelles, certes. Mais aussi pour rassembler des preuves. Pas pour la France. Pour elle-même. Ou pour quelqu'un d'autre. Un document se détacha du lot. Un manifeste de transfert de drones de surveillance signé non pas par un responsable français, mais par un délégué humanitaire de l'Union européenne. Traoré reconnut le nom. Il avait serré la main de cet homme à Bruxelles. Souris pour les photos. Claire alimentait plusieurs chaînes. La question n'était plus, était-elle une espionne ? Mais, l'espionne de qui ? Plus tard dans l'après-midi, Traoré se tenait seul dans le couloir de marbre, à l'extérieur de la cellule. Sa main planait au-dessus de la poignée. À l'intérieur, une femme avait menti, manipulé, infiltré son pays dans ses points les plus fragiles. Et pourtant, elle lui avait peut-être donné la carte du véritable champ de bataille. Celui qui se trouve sous la surface. Là où les pipelines et les guerres par procuration saignent l'Afrique, pendant que l'Occident vend la paix sur papier. Il ouvrit la porte. Claire ne broncha pas. « Tu as lu la dernière page » dit-elle. Traoré hocha lentement la tête. « Ils ne viennent pas pour te sauver, n'est-ce pas ?» Elle sourit faiblement. « Ils viennent pour nous faire taire tous les deux. » La nuit était tombée sur Koudougou lorsque Traoré convoqua ses hommes les plus fidèles à un conseil silencieux. Pas de ministre. Pas d'aide. Juste le colonel Foana, le capitaine Yaro et un homme banalisé des services de renseignement militaire, dont le nom n'a jamais été écrit. Et la pièce était sombre, la table nue. Posée dessus, l'enveloppe de Claire, et une tablette affichant des flux satellites, des noms, des dates, et des images granuleuses, trop accablantes pour être ignorées. Elle nous a donné le fil conducteur, dit Traoré. La question est de savoir si nous allons le suivre. Les implications étaient énormes. Si les documents étaient authentiques et tous les tests le confirmaient, alors la France avait non seulement financé les insurgés, mais avait aussi sacrifié stratégiquement des soldats burkinabés pour des marges de profit et du levier diplomatique. Les accords pétroliers, les frappes de drones, les convois d'aide, manipulés sous l'illusion d'un partenariat. Foana frappa du poing. Nous devenons publics. Nous les brûlons avec la vérité. Que le monde voit ce que la France est vraiment dans cette région. Yaro secoua la tête. On les brûle ? Ils la brûlent ? Ils nieront tout, la discréditeront, la présenteront comme un agent double. Ensuite, ils nous déstabiliseront encore plus durement. L'homme anonyme prit la parole. Ou alors, on l'utilise discrètement. On prend les informations, on les retourne. On pose des pièges, on forge de nouvelles alliances. Et on leur fait croire qu'on est toujours dans le noir. Traoré fixait l'écran clignotant. Un fichier rouge, une prochaine conférence de paix à Accra. Les principaux envoyés français y seraient présents. Si la France était exposée à ce niveau, cela pourrait rompre les relations diplomatiques dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais cela pourrait aussi déclencher une guerre ouverte, dans l'ombre. Il regarda en direction du bloc cellulaire où Claire attendait, puis à nouveau vers ses hommes. « Nous ne survivrons pas simplement à cela, déclara-t-il. Nous veillerons à ce qu'aucun président, après moi, n'ait à mendier la souveraineté. » Et avec cela, la guerre s'est déplacée vers la clandestinité. La route vers Djibo était étroite, accidentée et surveillée. Chaque virage se déroulait sous les yeux d'hommes sans uniforme, mais qui portaient des armes comme une seconde peau. Claire était assise à l'arrière d'un convoi camouflé, flanqué de 2 officiers du renseignement. Pas de menottes, juste le silence. Le président Traoré avait fait son choix. Il ne parierait pas sur son innocence, mais sur ses informations. Le convoi atteignit un entrepôt de coton abandonné, à 2 kilomètres de Djibo. Pour tous ceux qui passaient, cela ressemblait à une ruine engloutie par le sable. Mais en dessous, à travers une trappe dissimulée sous de la paille et des barils rouillés, se trouvait un centre de commandement. Petit, froid et rempli de technologies introuvables en Afrique de l'Ouest. Claire les fit entrer. À l'intérieur,
les ordinateurs bourdonnaient doucement. Un mur d'écran affichait des images de drones, des cartes thermiques et des communications interceptées. Les opérateurs n'étaient pas des rebelles. C'étaient des enfants. Certains n'avaient pas plus de 15 ans, d'autres avaient des doigts manquants. Certains parlaient un français bancal. Ils travaillaient sans parler, entraînés à observer, rapporter, et oublier. Dans un coin, 2 hommes étaient ligotés. Blancs. Silencieux. Terrifiés. L'un portait l'insigne d'un entrepreneur militaire privé français. L'autre, un technicien satellite pour une ONG inconnue, avec un passe diplomatique de l'Union européenne dans sa poche. Traoré entra en dernier. Son visage était indéchiffrable. Il observa la scène, les enfants, les mercenaires, les écrans, et laissa le silence s'installer. C'est ce qu'ils construisent quand personne ne regarde, dit Claire. La voix du capitaine Yaro perça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Traoré ne répondit pas. Il se tourna vers les enfants, la voix basse. Nous amenons le monde ici. Nous les forçons à regarder. Et ainsi, l'exposition devint sa plus grande arme. L'émission n'était pas Tapac sans Graveleuil. Pas d'hymne national, pas de podium, pas de drapeau. Juste le président Traoré, assis à une table en bois dans une pièce calme, un dossier devant lui. La caméra fut mise en ligne à 8 heures du matin dans toute l'Afrique de l'Ouest. À midi, le monde regardait. Traoré parlait d'une voix mesurée. Il ne nomma pas directement la France, mais les documents montrés à l'écran, contrats, courriels, schémas de drones, photos d'enfants informateurs, rendaient toute mauvaise interprétation impossible. Un géant français de l'énergie. Des soldats de la paix européens. Des insurgés soutenus. Tous liés à des opérations visant à déstabiliser, manipuler et extraire au Burkina Faso. Puis il fit ce que personne n'attendait, il présenta Claire Marot. Non comme une traîtresse, mais comme un témoin. Son visage était pâle. Sa posture, droite. Elle lut une courte déclaration. Elle admit avoir fait de l'espionnage. Elle admit avoir infiltré le groupe. Mais elle affirma avoir enfreint le protocole dès qu'elle vit des enfants utilisés comme outils de guerre. J'ai été envoyée pour recueillir des renseignements, dit-elle d'une voix ferme. Mais je suis restée pour dénoncer le système qui m'avait formé. Le réseau international s'agita. Le ministère français des Affaires étrangères nia en bloc. Des responsables européens exigèrent des éclaircissements. Des manifestations éclatèrent à Paris et à Lyon. Des dirigeants africains, certains prudents, d'autres plus audacieux, appelèrent à la création d'un tribunal panafricain. À Ouagadougou, la population descendit dans la rue. Pas par colère, mais par admiration. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant avait renversé la situation. Non pas en suppliant, ni en se cachant, mais en révélant la vérité, et en laissant le monde trembler. À la fin de l'émission, Traoré quitta la pièce seul. Pas de discours de victoire. Pas de déclaration de suivi. Et dans le silence qui suivit, un message résonna plus fort que tous les mots. Le Burkina Faso n'était plus le pion de personne. Le lendemain matin, Claire Marot disparut. Pas de cortège. Pas de manifeste de vol. Pas de garde visible. Un instant, elle était sous la garde des services de renseignement de Birkinbé. L'instant d'après, sa cellule était vide. Pour seule trace, une note pliée sur le lit. La vérité n'est jamais sûre. Le président Traoré ne commenta pas. Interrogé lors d'un point de presse, il regarda simplement les caméras et répondit. Elle nous a donné la clé. C'est tout ce qui compte. Dans les coulisses, les tensions mondiales s'exacerbèrent. La France rappela plusieurs envoyés, évoquant une réévaluation sécuritaire. Les agences d'aide se replièrent discrètement. Mais en Afrique de l'Ouest, quelque chose de plus profond prit racine. Au Mali, au Niger, au Tchad, de jeunes leaders commencèrent à citer le discours de Traoré. Non seulement comme un acte de défi, mais comme un modèle de souveraineté. Le partage du renseignement changea. Les anciennes alliances se fissurèrent. D'autres, nouvelles et secrètes, se formèrent. Et dans les marchés poussiéreux de Ouagadougou, on ne parlait pas des retombées diplomatiques. On parlait des enfants de Djibo, de ces images de garçons effrayés entourés de câbles et de guerre. D'une Française qui avait trahi sa mission pour exposer la vérité. Mais surtout, on parlait de Traoré. De comment il n'avait pas reculé. De comment il avait tiré le rideau, en sachant ce que cela coûterait. Dans les casernes militaires, des graffitis commencèrent à apparaître. Pas un pion. Sur les murs des écoles. Ils ont utilisé notre silence. Et dans les chuchotements entre anciens et marchands, une question revenait. Non dans la peur, mais dans l'émerveillement. Combien d'autres vérités vivent encore dans l'ombre, attendant qu'un homme les mette en lumière? Car pendant que le monde débattait de sanctions et de récits officiels, une vérité s'était enracinée, le jeu avait changé. Et cette fois, c'est l'Afrique qui avait fait le premier pas. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas d'aimer,
de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Vos commentaires et partages sont essentiels pour faire grandir notre communauté et donner à cette vérité la portée qu'elle mérite. Ensemble, faisons entendre nos voix et partageons ce qui compte vraiment. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.